Bon, déjà, Dick oublie de dire que Alain Bashung et Michel Bernard faisait les textes à l'époque, Alain Bashung faisait les musiques, a écrit des chansons pour Dick Rivers. Ça aurait été aussi gentil de mentionner qu'il a été son producteur. Et que, effectivement, Alain a eu plusieurs périodes. Il a été crooner sous le nom de David Bergen. Mais il a aussi fait pas mal de groupes de rock sous des pseudonymes. Alain explique, il me dit pas seulement à moi, que en Alsace, il allait chanter dans les PX, hein, ces bases américaines, et qu'il écoutait les radios des bases américaines, et que on va dire que ses premiers amours, c'est beaucoup... en fin de compte, pour la faire courte, il écoutait la même chose que moi sur les radios anglaises, c'est-à-dire qu'il entendait Eddie Cochran, il entendait Buddy Holly, il entendait Gene Vincent, il entendait plein de gens de l'époque. Alors, moi je sais ce qu'il a voulu dire, le Rivers of No Return. Je sais ce qu'il a voulu dire. Oui, avant, il a voulu dire, ah bon, ce qu'a dit même Eddie Mitchell à un moment, avant il faisait pas du tout du rock, qu'est-ce qui lui prend tout d'un coup de venir faire ce que je fais, en gros. C'était ça le message, si je peux me permettre d'être un peu, de ne pas être langue de bois. Non, moi, c'était pas du tout étonnant. La première fois qu'on est venu ici, que Alain est venu ici, lors de notre première rencontre physique, parce qu'on s'était rencontrés au téléphone avant, on a écouté J.J. Cale, on a écouté du Cochrane, on a écouté Crazy Times de Gene Vincent, on a écouté Vince Taylor, on a écouté... et je dis toujours que c'est pas... L'important n'est pas d'avoir écouté du rock, c'est l'époque à laquelle tu l'as écouté. C'est vrai que quand tu découvres Buddy Holly à 13 ans, c'est pas pareil que de le découvrir à 50 ans. Ça s'imprime pas de la même façon. Donc, non, là, c'était le petit coup de pied de la mule, quoi. Oui, pourquoi il a fait Gaby, tout d'un coup? Je ne comprends pas. Pourquoi tout d'un coup, il fait du rock? Oui, enfin, je dois dire que, en ce qui concerne Libération, c'est un petit peu changé. Ils ont fait un article où ils me redonnaient un petit peu, ils rendaient au petit César que je suis, ce qui appartenait au petit César que je ne suis pas. Mais, et puis, grâce à Haute-Dassonville en Télérama, qui s'est basé sur l'émission France Culture, on me redonne, là, on est en train de me redonner un petit peu... on est un peu en train de... J'ai l'impression d'une levée d'écrou, tu sais. Je sors, puis on me redonne mes affaires dans le sac avec mes pièces de monnaie, mes Arsène Lupin en livre de poche. Bon, bref. Oui, c'est vrai qu'à un moment, quand j'ai arrêté de travailler avec Alain, j'ai eu la sensation, alors peut-être que c'est ma vieille parano qui a parlé, j'ai eu la sensation d'être un peu excommunié, oui. Et puis, on sait bien, il y a multiples exemples que à partir du moment où un morceau devient extrêmement populaire, il n'appartient plus à une certaine élite, et cette élite le rejette. Quand je parle, en ce moment, on en parlait souvent ensemble, Jean-Emmanuel. Je pense par exemple à Placebo, qui est pour moi, Brian Molko est un incroyable songwriter. Enfin, les lyrics de Molko sont formidables, enfin, à mon goût, à moi. Et à partir du moment où ils se sont aperçus que Placebo était un groupe de mômes, c'est vrai. Moi, j'étais invité par Molko à l'Olympia. J'étais derrière moi, il y avait un rang de mômes dont le plus vieux devait avoir 12 ans et demi. Et ils chantaient tous quand même A friend with the weed is a friend indeed, quand même, tu vois. Et je disais, putain, est-ce qu'ils se rendent compte de ce qu'ils sont en train de chanter, quand même? C'était quand même une apologie de l'herbe, quand même, de l'herbe qui fait rire. Bon. Donc, moi, je suis un peu tombé dans ça, c'est-à-dire que on reproche pas aux Stones d'avoir fait des titres qui sont devenus populaires. De toute façon, un artiste, pour se prolonger dans le temps, il est obligé à un moment d'avoir un titre qui le dépasse. La difficulté après, comme pour Bashung, c'était d'être que le nom de Bashung soit aussi connu que Gaby. Il est très bien arrivé d'ailleurs. Mais là, c'est vrai que Gaby... Moi, j'ai souvent rappelé
on en a parlé avec Bruno Bayon à l'époque. J'ai souvent dit à Bruno que c'est lui qui est le premier à parler de Gabi en faisant la couverture. Après la mort d'Alain, il a ressorti ses articles d'ailleurs. Donc c'est lui qui a... mais Gabi est devenu un titre tellement populaire, puis après Vertige de l'amour, tellement populaire. Ce sont deux titres qui sont devenus tellement populaires qu'ils n'appartenaient plus, ils n'étaient plus l'exclusivité d'une certaine élite. Certains de nos amis du Triangle des Bermudas, heureusement pas tous, heureusement pour moi d'ailleurs, considèrent que avant la nuit je mens, il n'y a rien eu. Sauf que j'ai envie de leur dire, on n'est plus au Moyen-Âge. Et au Moyen-Âge, on croyait que si on mettait un fromage et des noisettes sous un torchon, ça devenait des souris, ce qu'on appelle la génération spontanée. Moi, je prétends qu'il n'y aurait pas eu la nuit je mens s'il n'y avait pas eu Gabi et Vertige d'amour avant. Et je vais même aller plus loin. Alain avait horreur que d'une chanson à une autre, il y a un mot, une expression qui se retrouve. Et je prétends que si Alain, je l'ai dit à notre, qui ne fait pas partie du Triangle des Bermudas, mais qui est un sympathisant, je l'ai dit en parlant d'Olivier Nuc, je ne pense pas que Alain ait mis dans la nuit je mens, je me suis mouillé histoire d'eau, sans penser faire un clin d'œil à je dis bonjour, il faut bien que je me mouille. Petite indication supplémentaire, quand j'ai refait le texte pour Alain de Gabi, parce qu'au départ c'était sur une autre musique, il fallait refaire le refrain. Les couplets sont presque restés tels qu'ils étaient dans leur ensemble. Hein, tu connais l'histoire. Gabi, au niveau du playback, ressemble. L'après-midi d'un Max Amphibie ressemble à Bijou Bijou. Donc Alain vire l'après-midi d'un Max Amphibie. Quelques années après, 3-4 années après, il retrouve le texte dans un de ses classeurs. Il remet une autre musique dessus. Il dit il faut que tu trouves un refrain. À l'époque, on se moquait un peu de l'homophobie, paix à son âme, et la beaufitude, comme dirait Ségolène, de notre ami Maxence Fuchs. Donc, le premier texte s'appelait c'est dur la vie d'un Max Amphibie, etc. Et là, je me suis dit, bon, Alain souhaitait que je trouve un prénom, enfin un truc, un mot très court, très simple. Et j'ai repensé à l'argot des Apaches, une gaboune, un gabi, c'est un homosexuel. Voilà, c'est comme ça que c'est né. Mais, sur tout le texte, qu'il a accepté après, quand j'ai fait les refrains dans son ensemble, il y a une phrase, alors ça c'était typiquement dans mes rapports avec Alain, il prenait un texte dans son ensemble sans discuter une virgule. Et puis il y avait une ligne sur laquelle ça a été, je suis devenu fou. Hein. Pendant un mois, j'ai refait cette phrase qui est devenue « Je dis bonjour, faut bien que je me mouille ». Donc connaissant Alain, qui avait la mentalité et d'un joueur d'échecs, ce qu'on oublie toujours quand on parle d'Alain Bachung, c'est de préciser que c'était un grand producteur, au sens anglais du terme, réalisateur. C'est-à-dire que lui, même quand il me demandait de changer un truc, et je n'étais pas totalement convaincu, je savais que lui, il avait la vue d'ensemble musicale que moi, je n'ai pas. Il l'avait. Donc, il a tout accepté, et puis à un moment, il y avait cette phrase, j'en pouvais plus. Et c'est devenu, je dis bonjour, il faut bien que je me mouille. Donc je pense que quand Alain, dans La nuit je m'en remets, je me suis mouillé histoire d'eau, je le prends comme un clin d'œil. Alors peut-être que c'est, je suis peut-être dans la même position que Bernadette Soubirous qui croit avoir vu la Vierge Marie. Peut-être que c'est, je brûle, je prends peut-être ce qui me reste de vessie pour une lanterne, mais non, je pense que c'est ça. Ça n'engage que moi. Je crois que déjà de vouloir définir quelque chose, c'est une erreur cartésienne. Non, j'explique rien. C'est vrai que quand l'avocat, Jay Cooper, l'avocat à l'ami Mel Brooks, m'a demandé pourquoi j'avais autant envie de faire l'adaptation des producteurs en comédie musicale, enfin de la comédie musicale, j'ai dit, bah écoute, c'est facile pour moi, c'est-à-dire que... Enfin, c'est facile d'avoir l'esprit, c'était pas facile à faire, mais... les gens qui sont sur scène, c'est des gens que je connais, qui m'ont élevé pratiquement. Enfin,
tout le dialogue anglais, c'est du yiddish traduit en anglais. Ce sont des personnages que j'ai connus. Soit les amis de mon grand-père, soit mes grands-oncles. Bon. Donc pour moi, c'est déjà une facilité. C'est comme quand j'ai joué le rôle du père de Robinson Stevenin dans l'armée du crime. C'était pas difficile. J'ai piqué l'accent de mon grand-père et les attitudes de mon père. J'ai fait un genre de mix. Et voilà, c'était pas... Je pourrais faire croire aux gens que j'ai fait mon Robert De Niro et que j'ai interviewé 300 Ashkénazes et puis j'ai pris un... Non, c'est venu comme ça. De toute façon, pour moi, c'est vrai, bon, je suis pas quelqu'un de religieux du tout. J'aime beaucoup l'idée dans le judaïsme quand même que c'est la vie qui doit toujours l'emporter. Pour moi, c'est l'humour, quoi. C'est cet humour, je dis toujours, quand j'ai écrit « Si tu me quittes, est-ce que je peux venir aussi ?» j'ai imaginé mon grand-père en train de le dire à ma grand-mère avec l'accent, quoi. Parce que ma grand-mère, régulièrement, faisait ses valises en disant « Wolf », il s'appelait Wolf, « je n'étais si porte et pli ». Et puis après l'avoir insulté en yiddish pendant un bon quart d'heure, en ukrainien, en russe, enfin bon, toutes les langues y passaient. C'est-à-dire ce qu'il y avait, c'est ce qui dégageait le mieux les sinus. C'est vrai que en russe, quand tu traites quelqu'un de suceur de, c'est rouille pisdiouk. Tu vois, t'as vu le côté, c'est pas suceur de bite, c'est ça va passer ça ou non. Bon. Tu vois, Sassodnik ou Bidvayomat, enfin, c'est vraiment les insultes. C'est-à-dire qu'en russe, c'est génial. C'est ou va au diable ou alors je le de ta mère. Voilà, donc c'est clair. Et c'est vrai que j'ai bien vu mon grand-père qui ressemblait comme deux gouttes d'eau à Paul Muni. Il s'en est servi abondamment pour draguer, d'ailleurs, à l'époque. Belle tête de mongol, tu vois. Quand on rentrait dans un chinois, les gens lui parlaient chinois, c'est extraordinaire. Et je le voyais bien en train de dire « Masha », c'est le nom de ma grand-mère, « si tu me quittes, je peux l'avenir aussi ?» Et c'est vrai que cette... voilà, on n'est jamais que le fruit de son enfance. C'est vrai que ça m'a marqué. Donc, quand j'ai su que... Enfin, c'était très bizarre parce que je connaissais l'avocat de Mel Brooks depuis très très longtemps. Et... c'est grâce à un verre de Meursault que j'ai osé lui demander en disant « ça me ferait tellement plaisir d'adapter les mains ». Il m'a engueulé en me disant « mais pourquoi tu me le dis pas » etc. et tout. Il y a eu Sarah Jane Richardson qui s'est mise dans le truc, qui est une vraie... une anglo-corse, tu vois. Elle est moitié anglaise, moitié corse, et père irlandais. Je te dis pas ce que ça fait. Mais c'est quelqu'un c'est une vraie bosseuse et tout. Et puis bon, j'ai commencé à faire une partie des dialogues, une partie des chansons, puis après on m'a dit « ce serait bien qu'il fasse le reste ». Bon, c'est vrai qu'il y avait les difficultés, mais de toute adaptation, de toute façon, c'est quand on est tenu de respecter le sens original. Alors, dans les dialogues, c'est facile, on peut se permettre, t'as 2 pieds de plus, 2 pieds de moins. Quand tu fais des chansons, surtout en anglais, où c'est hyper ramassé, t'as intérêt à... Voilà, t'as intérêt à te creuser le citron, mais c'est... Voilà, j'aime bien, tu sais bien, j'aime bien quand j'arrive contre un mur, je regarde mes petits billets plastifiés avec la tronche de Winston Churchill. Et tu sais bien, quand on lui demandait comment vous avez fait pour gagner la guerre, alors que c'est vrai, les Allemands étaient à Jersey, Guernesey. Un bon plongeur, en 1 heure, il atteignait les rives d'Angleterre. Hein. D'ailleurs, on parlait de Michael Powell tout à l'heure, c'est le sujet de l'espion noir de Michael Powell. Avec Conrad Veidt, notre sorcier du voleur de Bagdad. Et Churchill regardait c'est une journaliste française qui avait demandé en plus. Et il lui a ploté le genou, évidemment, parce que c'est un vieux cochon. Aujourd'hui, il aurait milliards de procès. Et il a dit à cette jeune femme, My dear, we made it because we didn't know it was impossible. On a réussi parce qu'on ne savait pas que c'était impossible. Et c'est vrai qu'à un moment, sur certaines chansons, je reconnais des producteurs que je me suis dit, mais comment je vais faire, quoi. Et ce qui te sauve dans ces cas-là, c'est de se dire, il faut que je respecte l'esprit, tant pis si je trahis la lettre. Il y a des gens, j'ai des illustres prédécesseurs, hein, je veux dire, Markovitch,
quand tu lis les frères Karamazov en français, j'ai la chance de l'avoir pu le lire en russe, tu as l'impression de l'avoir lu en russe, parce que, quelquefois, ils préfèrent l'inexactitude dans un détail, mais respecter la musique de la langue. Et à partir du moment où tu respectes la musique et le rythme d'origine, bien sûr que, comme disent les Italiens, traditore et traduttore et traditore. Oui. C'est vrai que passer d'une langue à l'autre, c'est une forme d'adultère, parce que c'est forcément différent. Mon épouse japonaise me dit, mais comment on fait pour Mishima? Puisque Mishima, son style réside aussi dans les idéogrammes, dans le choix des idéogrammes. Il choisit des idéogrammes un peu inhabituels. Il y a une langue pour mettre les mots étrangers, qui est le katakana, et il y a des choses qui s'écrivent normalement avec des idéogrammes, et lui, il le met comme s'il parlait d'un mot étranger. C'est un dandy, Mishima était un dandy. Donc c'est vrai, il y a une trahison dans la traduction, mais on m'a reproché à une époque d'avoir dit « Oui, on n'a pas le droit de traduire Gainsbourg en anglais ». J'ai dit « Bah oui, mais à ce moment-là, alors tu traduis pas Mishima, tu traduis pas Dostoïevski. Ceux qui lisent pas le russe pourront jamais lire Dostoïevski. Ceux qui lisent pas... et encore, ils pourront lire certains poèmes de Pouchkine qui ont été écrits en français au départ, et les 2 premiers tomes de Guerre et Paix qui ont été écrits en français aussi. Mais pour moi, c'était un challenge. Et puis bon, j'ai tellement ri quand j'ai vu la version à Londres, avec Lee Evans, tu sais, qui est un stand-up comedian. Et oui, ça a été le bonheur, je veux dire. Voilà, et quand on a vaincu les difficultés, en plus, on est un peu content de soi. Non, le narcissisme, c'est comme le café, il ne faut pas en prendre trop, ça énerve les autres. Il y a une traduction de textes en France, voilà. C'est pas par hasard si même les rappeurs écrivent en alexandrin, quelquefois, tu sais, avec la césure en 6 ou en octosyllabes. Alain me disait toujours, puis je crois qu'il l'a dit d'ailleurs dans des interviews, on vient à Alain Bachung, on vient à la musique on vient à la chanson par la musique, on y reste par le texte. Moi, je rajouterais à ça, si je peux me permettre, qu'on y vient par le sens du son. Quand tu es en train de faire un truc, c'est le son qui t'arrive. C'est le sens du son qui t'arrive. Et d'ailleurs, moi, quand j'écris sur de la musique, c'est les sons qui m'arrivent d'abord. Puis après, je me dis, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, quoi. Moi, c'est vrai que je suis anti-cartésien, mais à grave, quoi. Je trouve que, de toute façon, Descartes, il fait chier, quoi. Le mec qui a dit il faut séparer la médecine du corps de la médecine de la tête, c'est pour moi, c'est mon ennemi. Et puis je pense que le manichéisme cartésien, je veux dire, il nous empêche d'arriver vers des... Il y a eu une culture du fantastique en France, avec Paul Féval, avec plein de gens. Et puis tout d'un coup, voilà, voilà, faut que les choses soient blanches, faut que les choses soient noires. Mais regarde, j'ai l'impression que pourquoi les séries américaines sont aussi fascinantes pour les Français. Parce que justement, les personnages, les bons, à un moment, sont extrêmement méchants, les méchants ne sont pas si méchants que ça. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de... On n'est pas dans un vieux western ou dans un vieux péplum avec le type qui a la colonne de barbe et qui va vendre Hercule, qui va essayer de sauter sa nana, qui va faire assassiner le roi. C'est beaucoup plus nuancé que ça. Tu sais bien que je pense à Breaking Bad en disant ça, ou même à je regardais là les Vikings, la scène du roi qui est quand même une belle ordure quand il parle à Ragnar le Viking. Quand tu le dis à l'autre, je pense que tu sais qu'il va falloir que je te tue, malheureusement. Il dit mais oui, il faut, je comprends. Et il parle comme 2 vieux compagnons de. Je trouve ça extrêmement beau, extrêmement touchant, parce qu'il y a aucun manichéisme là-dedans. Il y a une voilà. Et c'est vrai que ça me. Cela dit, je crois que pour la première ou la deuxième partie de ta question, je ne sais plus, je crois que en tout cas, il peut y avoir un rock français, il suffit de se donner un petit peu plus de mal, quoi. Je veux dire, j'en ai marre, surtout en ce moment, ils chantent tous dans un anglais relativement approximatif. J'en ai marre, qui est du camouflage, quoi.
Oui, mais tu comprends, le rock français, ça n'existe pas. Ah bon, alors, et Gaby, c'est pas du rock, alors, et Virtuellement, c'est pas du rock, et Paul Person, c'est pas du blues, voilà, je veux dire, j'invite les gens à aller écouter Newton, le groupe dont deux des membres étaient autrefois Matador, ou Sutcliffe, des petits bluesmen comme Rod Bartlett ou Hubert Zerofix, ils font merde, Alors je parle pas du rock d'Hubert Félix Sieffert, qui est un rock qui est plus issu de la période Ferré avec Zou, mais qui est complètement original, qui a une écriture. Effectivement, il a fait, TFM pour moi a fait au rock ce que un peu Lou Reed avait fait, c'est-à-dire qu'on a introduit, j'allais dire qu'on a introduit la littérature et la poésie dans le rock and roll, mais c'est possible, tous les mélanges sont possibles. De toute façon, on copie tous quelqu'un, l'important est d'y apporter quelque chose, enfin d'essayer en tout cas même. Et puis, c'est les mélanges qui changent, c'est ça qui est formidable. Qu'est-ce que c'est que Tarantino? C'est un mélange de Godard et de série B crapuleuse, si on regarde bien. Avec un type complètement lucide et qui est capable de se moquer de lui-même aussi. Enfin, je sais pas. C'est un peu. C'est vrai que je suis un peu fatigué par cette espèce voilà. Toi, t'es rock'n'roll, toi, t'es pas. Alors bon, je suis désolé, mais pour moi, ce qui est mis ce qui est mis en avant souvent chez certains journalistes du Triangle des Bermudas, c'est que c'est pas du rock. C'est la rive gauche électrique.